Bonjour à tous. Quelle que soit notre sensibilité, notre vision, notre attachement, rien de ce qui se passe ou touche Israël ne nous laisse indifférents. Les événements qui se déroulent au Moyen-Orient ont un impact sur le monde entier. Ils sont suivis de près par les médias et la communauté internationale. Les tensions et les conflits dans cette région ont des répercussions sur la politique, l'économie, la sécurité et les droits de l'homme à travers le monde. Chaque point de vue et chaque voix sont importants. Les différents courants de pensée, les opinions et les analyses des personnes, qu'elles soient de droite ou de gauche, permettent d'avoir une approche plus approfondie et nuancée des enjeux sociaux et politiques qui se jouent dans cette partie du monde. Pour les analyser, les interpréter, les expliquer et nous éclairer, les acteurs du terrain sont toujours les mieux placés. Surtout lorsque leur parcours politique les a fait un temps passer par la France. Daniel Sheikh, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes ancien membre d'Atnoua, parti libéral et centriste créé par Tzipi Livni qui s'est dissous en 2012. Vous êtes plutôt ce que l'on appelle un universitaire passé par la politique. Ancien ambassadeur d'Israël en France entre 2006 et 2010, vous avez présenté vos lettres de créance tout d'abord à Jacques Chirac, puis l'année suivante à Nicolas Sarkozy. Et vous parlez très bien le français, comme on va le voir. Vous avez fait vos études en France. Oui, j'ai vécu à 3 reprises en France. D'abord enfant. Mon père était diplomate lui aussi. Et j'ai passé quelques années de mon enfance à Paris. Et ensuite, à 2 reprises dans ma propre carrière, au tout début comme conseiller de presse, début des années 90. Et finalement, comme ambassadeur, c'était aussi la finale de ma carrière diplomatique, puisque j'ai quitté le service public israélien, le service diplomatique, tout de suite après, et je fais autre chose aujourd'hui. Vous me faites d'ailleurs des compliments que je ne mérite pas. Je ne suis pas du tout universitaire. J'ai une carrière universitaire très très modeste, d'une licence en histoire et en français. Je suis un diplomate de carrière professionnelle. C'est ce que j'ai fait l'essentiel de ma vie professionnelle. Oui, mais vous parlez plusieurs langues. Oui, ce n'est pas une mauvaise chose. Alors, pour en revenir à la politique israélienne, après avoir été investi fin décembre, Netanyahou a formé et installé son gouvernement, le plus à droite que le pays ait connu. Début janvier déjà, se profilaient les premières manifestations à Jérusalem et à Tel Aviv contre la réforme judiciaire prônée par le nouveau gouvernement. Mi-janvier, ils seront 80 000 dans la rue, avec des pointes à 300 000 dans tout le pays. Jusqu'à Pessah, les semaines qui suivent se ressembleront. Chaque fin de semaine, les manifestants se retrouveront pour protester. Ils étaient encore 100 000 il y a 10 jours à Tel Aviv, un peu plus dans tout le pays. Mais la flamme des premières semaines n'y est plus. Dani Sheikh, vous avez défilé dernièrement ? Toutes les semaines. Et samedi prochain 23 semaines sans faute, avec une exception où je n'étais pas en Israël, au point où j'essaye de planifier mes déplacements à l'étranger de manière à ne pas m'absenter le samedi soir. Et je ne suis pas sûr que j'accepte votre jugement que le mouvement est en train de s'essouffler. C'est vrai, il y a des semaines où il y a 30 000 de plus, 30 000 de moins. Je trouve ça secondaire comme calcul, ça n'a vraiment pas une énorme importance. C'est inédit dans l'histoire de ce pays qu'un mouvement de manifestation populaire qui traverse les groupes politiques et les groupes sociaux de notre société ait une telle ampleur et une telle persévérance. C'est simplement inédit, et ce n'est pas pour rien que c'est inédit, puisqu'il s'agit aussi d'un sujet de débat qui est inédit. C'est un sujet de débat qui touche non pas à un banal différend politique entre gauche et droite, ou telle critique d'un gouvernement ou d'un autre. Il s'agit véritablement de questions qui touchent à l'identité même de l'État juif. Et à l'avenir d'Israël.
bien sûr, si c'est l'identité qui est en cause, l'avenir est en cause. Si l'identité va changer, si elle va s'éloigner, disons, des grands principes établis par la déclaration d'indépendance signée par les fondateurs de cet État, et notamment de David Ben-Gurion, qui, faute d'un autre texte fondateur, faute d'une constitution, quelque chose que l'État d'Israël aurait bien besoin, c'est le texte unificateur, disons, fondateur, c'est le texte de base. Il n'a pas la forme d'une constitution, évidemment, il ne touche pas à tous les sujets de la vie de ce pays, mais c'est tout ce qu'on a. Et je pense que pas seulement les centaines de milliers de manifestants chaque semaine, mais les millions d'Israéliens qui, selon les sondages, s'opposent à un changement radical de cette identité, c'est dans ce texte-là qu'il faut puiser le fondement de ce mouvement. Alors, lors de sa prise de fonction, Netanyahou avait formulé 4 priorités. Contrecarrer les efforts de l'Iran pour se doter d'un arsenal nucléaire, ramener la sécurité et la souveraineté à l'intérieur d'Israël, lutter contre la cherté de la vie et des logements, et aussi élargir le cercle de la paix avec ces fameux accords d'Abraham. Daniel Sheikh, d'après vous, depuis 6 mois, est-ce qu'il a commencé à remplir une partie de son contrat ? Il a peut-être commencé, mais on ne ressent pas encore les résultats, ça c'est certain. C'est très simple, vous savez, mon ami. Toute la vie politique israélienne a été envahie par cet appétit insatiable de tout de suite imposer une réforme, ce qu'ils appellent une réforme judiciaire, ce que j'appellerais un changement de régime, un changement de système politique en Israël, de le faire avec urgence et avec violence, et ça a complètement envahi la scène politique. Il ne reste de place pour rien. Je ne suis pas dans la tête de Benjamin Netanyahou, évidemment, mais nombreux sont les analystes et les gens beaucoup plus proches que moi à lui qui savent qu'il regrette que les choses se soient déroulées de cette manière. Il y avait été entraîné, selon eux, par certaines franges plus radicales de sa coalition, que ce soit au sein de son propre parti, le Likoud, comme le ministre de la Justice, Yariv Levin, ou que ce soit en dehors, avec le président de la commission des lois, Simcha Rothman. Mais il s'est laissé entraîner dans une aventure qui, politiquement, ne s'est pas avérée viable dans ce pays. Je ne pense pas que lui ou d'autres leaders de la droite israélienne avaient envisagé une telle réaction violente de la société, et surtout une telle souffrance politique, parce que selon les sondages, cette coalition aurait largement perdu sa légitimité et sa majorité si les élections devaient se tenir maintenant, ce qui évidemment n'est pas le cas. Mais c'est un indicateur pour un animal politique expérimenté comme Benjamin Netanyahou. C'est sans aucun doute un signal très bruyant d'alarme. Alors le 9 janvier, dans Le Monde, vous vous adressiez à Netanyahou pour lui exprimer votre
je vous cite, « profonde inquiétude ». Ceci à travers un collectif d'anciens serviteurs de l'État. Et il y avait Aviv Shiron, ancien ambassadeur aux Pays-Bas, Colette Avital, ancienne ambassadrice au Portugal, Elie Bernavi, autre ambassadeur en France. Cette profonde inquiétude que vous ressentiez à cette époque, est-ce qu'elle s'est dissipée ou non ? Non, pas du tout. Et d'ailleurs, nous ne sommes qu'un petit groupe d'anciens professionnels de la diplomatie. Nous avons d'ailleurs formé une sorte de petit groupe qui s'appelle le Forum de la politique extérieure ou de la diplomatie israélienne. Ce sont des anciens professionnels de la diplomatie qui, comme beaucoup d'autres groupes professionnels en Israël, beaucoup plus grands, beaucoup plus influents, je ne vais pas dire plus important parce que chacun a l'importance dans son domaine, mais vous avez les gens du high-tech, de la technologie, vous avez les médecins, vous avez des avocats, vous avez des militaires, anciens ou actuels, vous avez les anciens du Mossad, beaucoup de groupes professionnels qui représentent telle ou telle tranche de la société israélienne dans toute sa belle mosaïque hétéroclite, se sont manifestés d'une manière ou d'une autre pour exprimer cette inquiétude. Et nous étions donc certains ambassadeurs, anciens ambassadeurs, pas des ambassadeurs en exercice évidemment, qui nous sommes exprimés sur des sujets qui concernaient le statut d'Israël ou l'image d'Israël à l'étranger, qui souffre, elle aussi, parmi nos alliés les plus proches. Là aussi, personne ne nous a tourné le dos, mais nos véritables amis ont exprimé leur inquiétude parce qu'ils se sentent attachés à ce pays, parce qu'ils trouvent qu'Israël a depuis toujours eu sa place dans ce club assez exclusif mais extraordinaire des démocraties libérales, et qu'Israël est sur le point de peut-être subir une érosion graduelle dans ses attributs démocratiques et dans les caractéristiques qui lui donnent accès à ce club. Mon invité aujourd'hui, Daniel Sheikh, ancien ambassadeur d'Israël en France entre 2006-2010, analyse et commentaire de l'actualité israélienne. Daniel Sheikh, si on brosse un portrait rapide de Netanyahou, on peut dire que c'est un nationaliste décomplexé, il sert les intérêts de son peuple, il a marginalisé la question palestinienne, par les accords d'Abraham, il a réussi à créer des liens avec nombre de pays arabes, et que depuis qu'il est aux affaires, on peut dire que l'économie a prospéré. Alors, Netanyahou est-il ce qui est de mieux ou de pire pour Israël ? Vous parlez à un diplomate et vous me demandez de vous répondre en noir ou blanc, c'est impossible. La vie, elle est faite de gris. Et Netanyahou n'est ni le meilleur ni le pire. S'il fallait voir qu'il y a pire que Netanyahou, il suffit de regarder certains de ses alliés dans cette coalition véritablement effrayante qu'il a formée. Le meilleur, non, je ne pense pas que ce soit le meilleur, pas du tout. Je pense que marginaliser la question palestinienne n'est pas un accomplissement. Je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas bon pour Israël. Maintenant, ce n'est pas évidemment que de sa faute. Les Palestiniens ont une grosse part de responsabilité, mais ce n'est pas quelque chose à laquelle il faut aspirer, c'est-à-dire il n'y a aucun intérêt. L'occupation de millions la domination de millions de Palestiniens est quelque chose qui empoisonne la société israélienne et la rend beaucoup plus violente, beaucoup moins humaine, par la force des choses. Il n'y a pas d'occupation humaine et bonne, c'est quelque chose qui n'existe pas. Et si je suis parmi les Israéliens qui souhaitent une solution pacifique à ce conflit avec les Palestiniens, et surtout une séparation entre les Palestiniens et nous, ce n'est pas par altruisme pour les Palestiniens. Les Palestiniens m'intéressent beaucoup moins dans cette histoire.
c'est par inquiétude pour la société israélienne qui souffre, l'économie souffre, l'éducation souffre, le service militaire, évidemment, les militaires qui sont sur un front qui n'en est pas un. C'est-à-dire ils font du travail de police, pas un travail d'une armée. Donc, oui, il y a des succès, des réussites. Les accords d'Abraham, c'est quelque chose de merveilleux que beaucoup n'avaient pas anticipé et il faut en féliciter sans aucun doute Benjamin Netanyahu et d'une certaine manière encore une personne qui n'est pas très haut sur ma liste des préférences politiques, c'est Donald Trump. Mais oui, c'est un accomplissement. L'économie, oui, l'économie, elle marche bien, sauf maintenant. L'économie est en train déjà de souffrir à cause de cette obstination sur la réforme judiciaire. Et pas plus tard que il y a quelques heures, j'ai entendu un véritable cri d'alarme d'une des grandes personnalités du monde financier et high-tech israélien qui représente un fonds d'investissement américain, un Israélien qui représente un fonds d'investissement américain qui vaut 20 milliards, qui a dit que la place d'Israël comme centre de technologie peut se dissiper d'une rapidité inimaginable parce que ce monde de la technologie, à la fois les cerveaux mais aussi les finances, l'argent, vont très vite trouver ailleurs pour faire cette fusion entre le talent des ingénieurs et des entrepreneurs israéliens et les investissements, parce que l'environnement de la justice et de la politique israélienne ne semblera plus suffisamment solide et crédible, fiable, pour attirer les investisseurs du monde entier, comme c'est le cas jusqu'à aujourd'hui. Alors vous avez manifesté, vous allez encore manifester, mais fin avril, on a vu la droite, elle aussi, descendre dans la rue pour manifester, mais cette fois-ci pour sauver le projet de la réforme judiciaire. Alors Daniel Sheikh, est-ce que vous avez été surpris par ces rassemblements et cette affirmation ? Alors c'est pas ces rassemblements, c'est ce rassemblement. Il n'y en a eu qu'un d'envergure. Il y a ici et là des petites manifestations, mais ce n'est pas une course à la manif, pas du tout. Et je trouve ça très bien que la droite manifeste quand elle sent le besoin. C'est un droit et je dirais même une obligation qui vient avec la vie démocratique et je n'ai aucun problème avec ça. Seulement, je ne suis pas surpris qu'il n'y a pas le même élan et la même énergie derrière ce mouvement. Parce que, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, tous les sondages montrent que même au sein du parti du gouvernement, au sein des électeurs du Likoud et au sein des électeurs d'autres partis qui ont rejoint la coalition, il n'y a pas de majorité qui soutienne cette réforme, du moins pas sous la forme où elle a été présentée initialement. Certes, beaucoup d'Israéliens, y compris dans le centre et à la gauche, pensent que ce n'est pas impensable de faire tel ou tel changement ou réforme ou ajustement dans la justice israélienne. Il y a des choses très urgentes qui n'ont rien à voir avec les pouvoirs de la Cour suprême, ne serait-ce que simplement multiplier par 2 le nombre de juges, parce que la justice est extrêmement lente en Israël et une personne peut attendre des années avant d'être jugée. Et il y a, oui, certainement, il y a des choses à faire. Mais la brutalité avec laquelle ça a été prononcé, et un Yariv Levin, un ministre de la Justice qui, je ne sais pas si c'est par mégarde ou intentionnellement, dans une interview a dit « Oui, c'est vrai, la démocratie aurait souffert si notre réforme
avait été adoptée comme telle quelle, et il a assumé peut-être pas sa volonté première, mais la possibilité que la démocratie israélienne perde certaines caractéristiques d'une vie démocratique. Et il faut que vos spectateurs et vos auditeurs comprennent que les comparaisons avec d'autres pays nous disent oui, aux États-Unis aussi, les juges sont choisis par les personnalités politiques. Et oui, dans tel ou tel pays aussi, la Cour suprême n'a pas le droit d'annuler des lois, etc. Mais ce sont des fausses comparaisons, parce qu'en Israël, il n'y a pas véritablement de contre-pouvoir, si ce n'est la justice. Il n'y a même pas 3 pouvoirs en Israël, parce que le législatif et l'exécutif sont un pouvoir, puisque le gouvernement émane de la majorité à la Knesset et en dépend totalement. Donc, la majorité parlementaire et le gouvernement ne sont jamais contradictoires. Donc, le seul véritable contre-pouvoir institutionnel, c'est la justice, parce que il n'y a pas de constitution, il n'y a pas de parlement bicaméral, il n'y a pas de régions qui ont des pouvoirs comme c'est le cas en France ou une situation fédérale comme aux États-Unis et en Allemagne. Beaucoup de choses manquent dans le système démocratique israélien, et c'est la raison pour laquelle, si l'on considère que le terme démocratie dépasse le simple pouvoir de la majorité, comme il le faut, parce que ce n'est qu'un seul aspect de la démocratie, il faut comprendre que la justice, la Cour suprême, doivent maintenir un rôle de protéger les minorités, de protéger les droits humains, de protéger le citoyen, l'individu, contre un certain pouvoir excessif de l'État, etc., etc. Le 24 mai dernier, le budget de l'État d'Israël 2023-2024 était adopté à la Knesset par 64 voix contre 55. Daniel Sheikh, ce budget, il a été ratifié après 36 heures de discussion intense. Comment vous traduisez discussion intense ? Ce n'est pas inhabituel. Marchandage ? Les semaines qui... Pardon ? Marchandage ? Ah oui, mais c'est pas que pendant ces 36 heures. Les marchandages commencent des semaines avant déjà. Oui, à nouveau, le système politique qui donne beaucoup de pouvoir à des petits partis qui forment une coalition fait que comment dirais-je, les avantages de ces petits partis, c'est lors des débats sur le budget national, ils ont l'opportunité d'exiger des financements pour des projets qui leur sont chers ou qui intéressent, s'il s'agit d'un parti qui représente une part, disons, sectaire de la société israélienne, qu'elle soit religieuse ou ethnique ou économique ou régionale ou que sais-je. Ils ont évidemment un levier extraordinaire pour obliger la majorité de céder à certains caprices. Des fois, il s'agit de besoins légitimes. Le plus souvent, il s'agit véritablement de caprices qui coûtent extrêmement cher au budget national et aux finances nationales. Et on se demande si les milliards de shekels qui ont été distribués dans ce qu'on appelle ici les budgets partisans n'auraient pas pu mieux servir la société tout entière. C'est pas en médecine, en santé, en éducation, en culture, etc. Mais ça, il faut le dire, ce n'est pas une particularité de cette coalition actuelle, ça a toujours été le cas.
Au sein du gouvernement, vous le disiez tout à l'heure, il y aurait eu des accords entre un Netanyahou qui tempère et son ministre de la Justice, Yariv Levy, qui est aussi du Likoud, qui menace de passer la loi en force dans les prochains jours. Daniel Sheikh, d'après vous, quelle sera l'issue de ce bras de fer? Parce que c'est un bras de fer entre les deux. Est-ce qu'il y aura un gagnant? Et qui est-ce qui va gagner? Qui est-ce qui va céder? Là, je baisse les bras. Je ne peux pas vous donner une réponse. Je ne sais pas comment ça va se terminer. Est-ce que Yariv Levin va forcer la main à tout le monde et passer la loi en force les prochains jours? Non, c'est exclu, c'est impossible. D'ailleurs, je pense que la réforme telle qu'elle avait été projetée par Yariv Levin et ses conseillers, au départ, je pense qu'on a tourné la page. Je pense qu'elle ne peut pas passer. Mais ça laisse quand même énormément d'inquiétude du côté de l'opposition et des manifestants, parce que même une forme un peu adoucie de cette réforme changerait radicalement l'identité de ce pays et nous rapprocherait plutôt que de nos alliés traditionnels. Nous rapprocherait plutôt à des pays comme la Hongrie, la Turquie, la Pologne, etc., où le terme démocratie, du terme démocratie, il ne reste plus grand-chose, si ce n'est des élections libres, oui, où il y a une majorité qui gagne, mais c'est une lecture extrêmement restrictive du terme démocratie. Moi, je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait un gagnant, il faut qu'il y ait une solution qui apaise tout le monde et surtout qu'il y ait une chance d'apprendre une leçon de cette crise et d'essayer, je sais que ça va être extrêmement difficile, essayer d'avancer vers quelque chose qui ressemble à un texte rassembleur de la société israélienne. Je sais que le président de l'État, Yitzhak Herzog, chapeaute des négociations entre la majorité et la minorité à la Knesset sur cette réforme, mais je pense qu'il a à l'esprit quelque chose de plus vaste, une sorte de... Je pense que le terme constitution est trop ambitieux, mais une série de textes qui définissent les dénominateurs communs de la société israélienne qui, ces dernières années, s'est énormément déchirée en sous-groupes et groupuscules. Ce n'est pas une particularité israélienne, je pense que c'est un phénomène que nous observons un peu à travers le monde pour des raisons que nos auditeurs comprennent bien, les réseaux sociaux, l'hypercommunication, etc., etc., ces boîtes de résonance, et puis une certaine inquiétude sur l'avenir qui nourrit toujours des tensions et des différends entre des parties de la société. Je pense que c'est le pronostic optimiste qu'on peut avoir. Est-ce qu'il va se faire? Je ne le sais pas. Alors, fort de ces 7 députés, Bezalel Smotrich, chef du Parti national religieux, ministre des Finances et de la Défense et partisan de l'annexion des territoires palestiniens. Il a permis le retour des colons dans certaines implantations, comme Homesh, 18 ans après le retrait. Daniel Sheikh, Netanyahou, est-ce qu'il est l'otage de Bezalel Smotrich? Oui et non. C'est-à-dire, oui, parce que sa coalition dépend de Bezalel Smotrich, de Itamar Ben-Gvir, de Aryeh Deri, de tous ses partenaires, parce que dans la réalité politique israélienne, même si on est un grand parti comme le Likoud, on ne peut pas subsister tout seul. C'est-à-dire, il faut 61 voix à la Knesset et le Likoud, comme tous les autres partis dans l'histoire d'Israël,
ne les a jamais obtenus. C'est-à-dire, il n'y a pas de majorité absolue pour un parti. Donc, quand on cherche des partenaires, dans tous les gouvernements précédents, même les gouvernements Netanyahou, il faut quand même se souvenir que c'est le 12e ou 3e gouvernement de la droite. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quand même la coalition la plus à droite, avec des partenaires qui, personnellement, me font frissonner. Et je ne suis pas le seul, par l'extrémisme, le racisme, la violence, violence d'ailleurs pas seulement du discours. Non, il n'est pas otage parce que, en définitive, qu'est-ce qu'ils vont faire s'ils vont quitter la coalition? Quelle alternative ont-ils? Et de temps en temps, Benjamin Netanyahou dit à Itamar Ben-Gvir ou à Bezalel Smotrich, qui est quand même plus sophistiqué que son ami Ben-Gvir, non, je ne ferai pas ce que vous demandez, et si ça ne vous plaît pas, vous savez où se trouve la porte. Et évidemment que cette porte va rester fermée et qu'ils ne vont pas l'ouvrir parce qu'il n'y a pas d'alternative pour eux. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Former une coalition avec Yair Lapid? C'est leur seule existence politique, sauf s'ils veulent, je sais pas, une sorte de suicide politique et d'aller à de nouvelles élections où, selon les sondages, ils vont souffrir gravement, comme ce sera le cas d'ailleurs du Likoud. Actuellement, je ne dis pas que ça va rester comme ça, et les sondages ne sont que des sondages, et en définitive, il n'y a qu'un seul sondage qui compte, c'est celui du jour des élections. Mais il est sous énormément de pression parce qu'il a besoin de ces gens pour sa majorité. Et nous n'avons pas touché à cette question, mais à l'homme politique Netanyahou, on peut aimer ou pas aimer, mais qui a une grosse et longue expérience en tant que chef de gouvernement, s'ajoute actuellement l'inculpé Benjamin Netanyahou, qui est en plein procès et à qui, à mon avis, à nouveau, je ne suis pas dans sa tête, ses déboires personnels font de temps en temps qu'il voit les choses à travers un filtre un peu sombre et un peu inquiétant, et donc il ne veut pas prendre de risque de perdre sa majorité, et c'est peut-être la raison pour laquelle il cède de temps en temps, du moins sur le papier, à des exigences qui vont, à mon avis, souvent au-delà de ses convictions idéologiques. Alors, Daniel Sheikh, on va continuer à parler dans ce sens-là. Vous avez sûrement pris connaissance de la déclaration d'Avigdor Lieberman, ancien membre du Likoud et dirigeant actuel du parti Israël Beitenu. Il se tient prêt à former une coalition avec Netanyahou, mais sans les messianiques et les ultra-orthodoxes. Comment vous interprétez ces propos et ces propositions? Je ne sais pas. Je pense que c'est des mots. C'est-à-dire, c'est quand même le parti Israël Beitenu et Avigdor Lieberman, celui qui a privé Netanyahou à plusieurs reprises d'une majorité qui aurait été confortable pour lui si Israël Beitenu avait rejoint la coalition, pas ces élections-là, mais aux précédentes. Et c'est lui qui a dit: moi, je ne veux rien avoir à faire avec Netanyahou, il est corrompu, je ne lui fais pas confiance, etc. Et qui est allé rejoindre une majorité d'un gouvernement d'union nationale de Naftali Bennett et Yair Lapid. Expérience politique intéressante qui, on verra si elle va se répéter un de ces jours, mais pour le moment qui n'est pas d'actualité. Donc je ne sais pas si c'est une proposition sérieuse.
Par contre, si jamais Netanyahou venait à renoncer à sa place à la tête du Likoud, là c'est un nouveau jeu politique complètement, un Likoud dirigé par quelqu'un d'autre, on ne sait pas d'ailleurs qui. La liste des prétendants successeurs est longue, presque comme la liste des membres de la Knesset du Likoud. Mais de toutes les façons, ça va être autre chose. Mais là aussi, ce n'est pas d'actualité. Ehud Barak, ancien ministre de l'Intérieur et Premier ministre, a été fortement critiqué après avoir appelé des manifestants à une, je le cite, rébellion civile non violente. Ceci lors d'un rassemblement à Haïfa. Daniel Sheikh, tout d'abord, qu'est-ce que vous pensez de la pertinence de cette déclaration et des réactions, surtout qui s'en sont suivies, certains même l'accusant de trahison pour ses paroles? Vous savez, la résistance civile, c'est un peu ce qui est en train de se faire. Les manifestations à répétition, c'est-à-dire suivre et poursuivre d'une certaine manière les ministres et les personnalités politiques du gouvernement, que ce soit en Israël ou à l'étranger, comme notamment en France, par exemple, avec Bezalel Smotrich, il y a juste une semaine ou 10 jours, qui était venu à Paris pour une réunion de l'OCDE. C'est de la résistance civile non violente. Et d'ailleurs, il faut le dire, ces manifestations, malgré les centaines de milliers de personnes qui participent toutes les semaines, la violence est vraiment archi-marginale. C'est-à-dire, il y a très peu d'incidents, notamment avec la police, mais même en dehors d'une confrontation manifestant-police, il n'y a quasiment aucune violence. Et je trouve ça une source de grande fierté pour les gens qui résistent ici contre quelque chose qu'ils trouvent une question de survie de notre pays. Vous savez, Ehud Barak est devenu une sorte de voix très éloquente, il faut le dire, avec beaucoup de talent, mais très, comment dirais-je, très forte de la résistance contre la droite israélienne. Il utilise des mots très durs à l'encontre de Benjamin Netanyahou, qu'il connaît très bien depuis des décennies, à la fois à l'armée mais aussi dans la vie politique. Il avait perdu une élection contre Netanyahou, il en a gagné une autre. C'est-à-dire, ils se connaissent bien. Ehud Barak ne représente personne, c'est-à-dire c'est une voix personnelle, il n'a pas un rôle dans tel ou tel parti, il n'est pas actif dans la politique, et donc il a, à mes yeux, la liberté de s'exprimer comme il veut, et chacun l'interprétera comme il ou elle voudront. Allez, les dernières questions. Le 15 mai dernier, Le Figaro nous apprenait que le groupe français du secteur des hypermarchés, Carrefour, ouvrait 50 magasins en Israël. Dimanche, i24 News annonçait qu'Auchan, autre géant de la distribution, prévoyait lui de s'implanter depuis 6 mois, lui aussi en Israël, non sous sa marque internationale, mais sous une marque locale et en partenariat. Daniel Sheikh, qu'est-ce que vous pensez de ces implantations commerciales pacifiques? Sur le principe, je suis évidemment pour. Je pense que la vie quotidienne en Israël, et notamment l'alimentation et les besoins quotidiens d'une famille, coûte extrêmement cher, c'est-à-dire de manière complètement irraisonnable. Moi qui voyage beaucoup et qui vient notamment en France, qui n'est pas considéré comme le pays le moins cher de la Terre, loin de là. Mais je suis choqué à chaque fois quand je viens et je m'installe pour une semaine ou quelques jours dans un appartement que je loue et que je vais faire des courses de base pour avoir des choses chez moi et avec, je ne sais pas, 20, 25 euros, j'achète tout ce que j'ai besoin et je me demande qu'est-ce que j'aurais acheté avec 100 shekels au supermarché du coin ici à Tel Aviv, c'est incomparable. Maintenant, est-ce que je pense que Auchan et Carrefour
ou peut-être une chaîne anglaise ou allemande ou autre vont radicalement changer? Probablement pas, parce que les réalités sont différentes, les taxes sont différentes, les loyers sont différents, les droits de douane existent, etc. Mais ça va créer une concurrence qui va forcer les autres distributeurs, et d'ailleurs les producteurs aussi, à revoir leurs marges, à revoir leurs prix pour gagner les cœurs et les portefeuilles des clients israéliens. Et donc, je pense que c'est une bonne chose. Et puis, il y a des produits français que je retrouverai avec bonheur dans mon supermarché. Joe Biden, depuis le début, n'est pas favorable à la réforme de la justice, le président américain espérant que Netanyahou trouvera, je le cite, un véritable compromis. Par contre, l'administration américaine érige en dossier prioritaire la normalisation entre Israël et l'Arabie saoudite, qui montre des signes d'ouverture. Daniel Sheikh, quelle analyse faites-vous de la situation? Est-ce que ce rapprochement, s'il réussit, peut-il se faire avec, sur le dos ou sans les Palestiniens? J'hésite à répondre parce que si vous m'aviez posé cette question il y a 3 ans, je vous aurais dit que les Émirats arabes unis auraient du mal à normaliser leurs relations avec Israël sur le dos des Palestiniens, comme vous le dites, et pourtant ils l'ont fait. Est-ce que l'Arabie saoudite a la même comment dirais-je, liberté d'action avec le statut que l'Arabie saoudite a dans le monde musulman et dans le monde arabe en particulier? Je ne sais pas, mais ce n'est pas impossible. Mais je dois dire un mot sur la question israélo-américaine. C'est vrai que Joe Biden, le président Biden, a exprimé à plusieurs reprises son inquiétude par rapport à ce qui se passe en Israël, dans la vie intérieure. Mais ça ne veut pas dire que les États-Unis et Israël s'éloignent l'une de l'autre. C'est une alliance qui, pour avoir servi aux États-Unis pendant quelques années, je vous le dis d'expérience, c'est une alliance qui va bien au-delà des caprices de tel ou tel Premier ministre israélien ou président américain. C'est quelque chose de très profond, à la fois dans la vie politique, mais aussi dans le sentiment populaire des Américains, et c'est quelque chose que, quand on vit en tant qu'Israélien aux États-Unis, on ressent très profondément. Donc je ne m'inquiète pas que les États-Unis vont lâcher Israël. Non, il n'est pas du tout question de ça. Et si Joe Biden montre cette inquiétude et des fois, oui, son mécontentement, c'est aussi par amour et par amitié pour Israël. Parce que, comme il l'a dit, notre alliance repose sur 2 pieds, les intérêts communs et les valeurs communes. Et quand je vois les valeurs communes s'éroder ou s'effriter d'une certaine manière, cela m'inquiète. D'ailleurs, c'est le même discours que Benjamin Netanyahou a entendu de la bouche d'Emmanuel Macron, d'Olaf Scholz, et d'autres amis qui, on ne peut pas les suspecter d'une animosité par rapport à Israël, mais ce sont des alliés qui veulent avoir la certitude que dans l'avenir, Israël va rester un pays, un membre entier de ce fameux club des démocraties libérales. Je recevais ce matin Daniel Sheikh, ancien ambassadeur d'Israël en France entre 2006 et 2010, membre de la gauche israélienne et manifestant contre la réforme judiciaire que veut instaurer Benjamin Netanyahou. Merci Daniel Sheikh, merci pour votre présence et surtout d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci à vous Alexandre, merci.